Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Une nouvelle attaque au Mali. Le camp Soundiata de la ville de garnison de Kati a été pris d'assaut ce vendredi par des hommes armés. On dénombre au moins un mort et plusieurs blessés selon l'armée qui accuse la Katiba Massina d'être à l'origine de cette attaque. Sentiment de satisfaction à Marrakech où le sommet des affaires États-Unis-Afrique s'achève ce vendredi. Pendant 3 jours, il a été question de réfléchir sur l'avenir des relations d'affaires entre investisseurs américains et africains. Et puis, nous reviendrons sur les CAF Awards 2022. L'événement s'est tenu hier à Rabat au Maroc et le Sénégal a raflé une bonne partie des prix, y compris le Ballon d'Or décerné à Sadio Mané. Voilà pour les titres. Très tôt ce matin, le camp Soundiata de la ville garnison de Kati a fait l'objet d'une attaque par des hommes armés. Selon l'armée, l'attaque est l'œuvre de la Katiba Massina et elle a visé la direction du matériel, des hydrocarbures et des transports des armées. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, s'est rendu à Kati, situé à 15 km de la capitale, pour prendre le pulse de la situation. Ce matin, à Kati, aux environs de 8 heures, tout semblait rentrer dans l'ordre. Les marchés étaient ouverts, la circulation était fluide, les populations vaquaient à leurs occupations. L'armée procédait à des fouilles systématiques des véhicules qui entraient et sortaient de la ville. Mais cette accalmie ne fait pas oublier la grosse frayeur au moment de l'attaque. Ça a duré, on a de 4 heures du matin jusqu'à 7 heures, on sentait encore des tirs des fusils d'assaut, des détonations. Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Quand déjà on est venu aux nouvelles, parce qu'en tant que citoyen malien, en tant que jeune, on s'est dit qu'on ne peut pas rester dans nos maisons et cloîtrées. On a des hommes et des femmes qui se donnent corps des armes pour nous défendre, pour défendre la patrie. On est sorti pour les rejoindre. Et dans un premier temps, on a vu au niveau d'un quartier Noumourila, il y avait un détachement des militaires qui fouillaient de fond en comble au niveau d'un ruisseau. Donc il disait qu'il y avait un groupuscule de terroristes qui sont rentrés là-bas. On va dire que nous avons été réveillés vers 5 heures par des coups de feu à Kati ici. C'était des coups de feu très nourris, à l'arme lourde. Et vraiment, nous pouvons dire qu'actuellement, à l'ère où nous sommes, la situation est sous contrôle. Vraiment, avec la vaillance et la bravoure de nos hommes, de nos forces de défense, nous pouvons dire que la situation est sous contrôle, vraiment. Dans son dernier communiqué, le gouvernement fait un bilan provisoire de cette attaque qu'elle attribue à la Katiba Massina. Il s'agit d'un militaire tué, de 6 autres blessés, dont un civil. Et côté assaillant, il y a eu 7 neutralisés, 8 interpellations et du matériel récupéré. Aujourd'hui même, vendredi, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, qui est en visite dans la capitale malienne depuis 72 heures, a rencontré le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Du Mali, il en a justement aussi été question en Afrique du Sud, où le président ivoirien Alassane Ouattara effectue une visite d'État inédite de 2 jours à partir de ce vendredi, sur invitation de son homologue Cyril Ramaphosa. Il est question pour les 2 hommes de renforcer les liens entre Pretoria et Abidjan. Alassane Ouattara s'est aussi exprimé sur l'accord qui permettra la livraison du blé ukrainien à l'étranger. On fait le point avec Nanit Talani. La rencontre entre Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa a eu lieu au siège de la présidence à Pretoria, où ils ont discuté de l'impact de la guerre en Ukraine sur l'exportation de blé en Afrique. Je suis heureux de constater que le président Poutine a décidé de signer cette proposition. J'ai indiqué d'ailleurs au président Zelensky que je souhaitais que l'approvisionnement se fasse en priorité vers le continent africain, en raison de la fragilité des économies et de la situation sociale
dans beaucoup de pays. Les deux dirigeants se sont dit heureux de voir un accord qui débloquera des millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens. Par ailleurs, le président ivoirien a rejeté toute suggestion selon laquelle son pays cherchait à déstabiliser le Mali après la détention à Bamako de 49 soldats ivoiriens accusés d'être des mercenaires. C'est un pays ami et des populations frères et sœurs. Par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Vous dites de faire la transparence, je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai eu un entretien avec Madame la vice-secrétaire générale, Madame Amina, le mardi dernier et tout le monde regrette cette situation et je pense qu'il faut qu'il y ait un dénouement rapide. Le président ivoirien visitera demain samedi la prison de Robben Island où Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid, a passé 18 ans de ses 27 années de prison. La visite de Ouattara intervient après celle de Cyril Ramaphosa à Abidjan en décembre 2021. Pas moins de 30 personnes sont mortes carbonisées jeudi dans l'accident de 2 bus et d'une voiture sur une route de l'État de Kaduna dans le nord-ouest du Nigeria. L'on dénombre également plusieurs blessés graves. Selon les autorités, des excès de vitesse et une conduite imprudente seraient à l'origine de cet accident meurtrier. Les accidents de la route sont fréquents au Nigeria et les causes les plus courantes sont la conduite téméraire, la surcharge des véhicules et l'état des routes qui s'est détérioré ces dernières semaines à la suite de nombreux orages et d'inondations. L'année dernière, le Nigeria a enregistré plus de 10 500 accidents de la route qui ont fait au moins 5 000 morts et plus de 30 000 blessés, selon les chiffres de la Commission de sécurité routière. Et ils sont nombreux à avoir pris la route ou les airs pour le sommet des affaires États-Unis-Afrique et qui a sa 3e et dernière journée aujourd'hui. Plusieurs travaux, des plénières, des tables rondes, des tête-à-tête ont eu lieu pendant ces 3 jours et les participants sont pleinement satisfaits. Retrouvons notre correspondant Emmanuel Mouadji Dibaye sur place à Marrakech. 14e édition du sommet d'affaires États-Unis-Afrique qui a commencé ici à Marrakech depuis le 20 juillet 2022 s'achève aujourd'hui sur une note de satisfaction quant à la participation massive des pays africains, mais aussi à la grande représentation des États-Unis d'Amérique, comme l'a tenu à l'exprimer le chargé d'affaires et consul des États-Unis d'Amérique au Maroc. C'était un sommet de business. Mais on a eu aussi 17 agences américaines qui travaillent dans le commerce, aussi le développement ici pour représenter toute la force de la gouvernement américain. C'était plus que 60 personnes. C'était une grande délégation des Américains ici. Bien sûr, on a eu des représentants du secteur privé, aussi investisseurs qui représentent plus qu'1 trillion de dollars. Qu'ils veulent investir dans le continent d'Afrique. Et pour moi, ça, c'est le plus important, d'avoir le B2B. Pendant la plénière de clôture, des échanges très intéressants ont eu lieu avec un accent particulier mis sur les solutions à envisager par rapport aux conséquences de la guerre en Ukraine sur les pays africains. Un accent particulier a aussi été mis sur les solutions envisageables face à l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19. Et c'est un sentiment de satisfaction qui anime la présidente d'organisation de ce sommet. Nous avons eu la chance ici au sommet de réunir toutes ces parties prenantes et tous ces dirigeants pour parler de ces secteurs clés et aussi des infrastructures. C'est le plus grand succès de ce sommet. Ce sentiment de satisfaction est aussi partagé par la responsable de la délégation de l'État du Delaware et le président de la Commission Afrique de la Confédération générale des entreprises du Maroc. I think that this is a very good opportunity to advance trade between America. Je pense que c'est une très bonne opportunité de faire progresser le commerce entre l'Amérique et l'Afrique.
Et c'est aussi une bonne opportunité de rencontrer des gens de nombreux pays. C'est tellement mieux que le numérique parce que nous avons l'occasion de vraiment nous rencontrer et de nous comprendre les uns les autres. J'ai vu comment les discussions étaient menées, qu'est-ce qui en est sorti. Et ça a été vraiment des sessions extrêmement utiles, extrêmement importantes et qui vont permettre justement d'apporter sur la table de cette coopération US-Afrique un certain nombre d'éléments, cette fois-ci, avec les Africains autour de la table. Et là aussi, c'est très important. Du 13 au 15 décembre 2022, ce sera au tour des leaders africains de se rendre aux États-Unis pour un autre sommet qui va permettre de voir les avancées de cette nouvelle base de partenariat d'affaires entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Emmanuel Mouadidi-Baye pour VOA Afrique, Marrakech. Je suis Emmanuel Jultap à Yaoundé pour VOA Afrique. Les Tunisiens se prononcent lundi sur une nouvelle constitution lors d'un référendum, un document qui a des fortes chances d'être adopté. Cette étape marquera un tournant pour cette jeune démocratie en la faisant rebasculer vers un régime ultra-présidentiel au risque d'une dérive dictatoriale. Les détails avec Rosine Mounezero. La Tunisie est en proie à une grave crise politique depuis que le président Kais Saied s'est octroyé il y a un an l'ensemble des pouvoirs et dirige par décret, arguant d'une situation ingérable. Près de 9,3 millions d'électeurs se sont inscrits pour le vote de lundi. Mais selon certains analystes, rien ne garantit qu'ils se déplaceront en nombre. Il faut rappeler que cette nouvelle constitution a d'abord été écrite de manière assez hâtive, sans beaucoup de consultations et sans qu'il y ait une participation populaire de grande envergure et sur la longue durée. Donc une bonne partie de la population tunisienne aujourd'hui ne sait pas sur quoi elle va voter ce 25 juillet et pourquoi elle va voter. Opposants et experts s'inquiètent du retour prévu à un régime ultra-présidentiel, en rupture avec le système parlementaire instauré après la chute du dictateur Ben Ali en 2011, ce qui faisait du pays la seule démocratie issue du printemps arabe. La Constitution elle-même, selon beaucoup d'experts juridiques, a des failles et aussi a des tendances autoritaires. Donc c'est une constitution qui pourrait construire un régime autoritaire qui ressemblerait peut-être au régime que la Tunisie avait avant 2011. Au lendemain du référendum, le principal défi du président restera une économie en déconfiture avec un chômage élevé, 40% chez les jeunes, une inflation accentuée par la guerre en Ukraine et 4 millions de personnes se trouvant actuellement dans la pauvreté. Également dans l'actualité ce soir, l'Ukraine et la Russie signent avec la Turquie et l'ONU l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire. Très attendu par la communauté internationale face au risque de famine, cet accord a été signé lors d'une cérémonie inédite entre pays en guerre, tandis que les bombardements se poursuivent dans l'est et le sud de l'Ukraine. Les précisions avec Ginny Niwa. Semblait encore incertaine en milieu de semaine, mais l'Ukraine et la Russie ont fini par s'accorder avec la Turquie et l'ONU sur les conditions du transport vers les marchés mondiaux des céréales ukrainiennes en mer Noire. Kiev et Moscou ont signé 2 textes identiques mais séparés à la demande de l'Ukraine qui refusait de parapher tout document avec la Russie. Les 4 délégations se sont retrouvées à Istanbul en présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, du président turc Recep Tayyip Erdogan, ainsi que des ministres turcs et russes de la Défense et du ministre ukrainien des Infrastructures. C'est un accord pour le monde. Il apportera un soulagement aux pays en développement, au bord de la faillite, et aux personnes les plus vulnérables au bord de la famine. Et il contribuera à stabiliser les prix mondiaux des denrées alimentaires qui étaient déjà à des niveaux records avant même la guerre. Un véritable cauchemar pour les pays en développement. Plus précisément, l'initiative que nous venons de signer ouvre la voie à des volumes importants d'exportation alimentaire, commerciale à partir des 3 ports ukrainiens clés de la mer Noire, Odessa, Kornomorsk et Yuzhny. Le blocus des ports ukrainiens par Moscou a empêché l'exportation de millions de tonnes de céréales qui auraient dû être expédiées dans le monde entier depuis des mois. Les agriculteurs payent également le prix fort.
Lorsque les ports fonctionnaient, c'était plus simple, les prix étaient plus élevés. Les bateaux sont des bateaux après tout. Au terme de cet accord, des couloirs sécurisés permettront la circulation des navires marchands en mer Noire, dont Moscou et Kiev s'engagent à respecter la stricte neutralité. Je demande maintenant quelque chose que je ne voudrais jamais demander. Je demande des armes qui ne seraient pas utilisées pour faire la guerre sur la terre de quelqu'un d'autre, mais pour protéger sa maison et le droit de se réveiller vivant dans cette maison. Je demande des systèmes de défense aériens pour que les roquettes ne tuent pas les enfants dans leurs poussettes. Les États-Unis avaient salué jeudi l'accord et prévenu qu'ils tenaient la Russie pour responsable de mise en œuvre. Ici aux États-Unis, Donald Trump a failli à son devoir lors de l'assaut contre le Capitole et doit être tenu légalement responsable. C'est ce qu'ont déclaré jeudi lors d'une audition en prime time les élus qui enquêtent depuis un an sur l'attaque du 6 janvier 2021. 2h30 ont été consacrées à la journée du 6 janvier 2021, telle que vécue minute par Donald Trump. La commission lui reproche d'avoir suivi pendant 3 heures le déferlement de violence de ses partisans sans réagir, en violation de son devoir de commandant en chef. Vers midi ce jour-là, dans un discours enflammé en plein cœur de la capitale, il leur avait demandé de se battre comme des diables contre de supposées fraudes électorales. L'ancien président républicain a ouvert les vannes au désordre et à la corruption, a déclaré Benny Thompson, qui préside la commission de la Chambre des représentants en charge de ces investigations. Suivons 2 membres de la commission. Le président des États-Unis, qui était lié par serment à la Constitution et dont le devoir était de défendre la loi, n'a rien fait lorsque la pierre angulaire de notre démocratie, une transition pacifique du pouvoir, a été attaquée. La foule accomplissait l'objectif du président Trump. Alors bien sûr, il n'est pas intervenu. Le président Trump n'a pas agi pendant les 187 minutes entre le départ de l'ellipse et quand il a dit à la foule de rentrer chez elle. Et il a choisi de ne pas agir. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, D.C. sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Tchosan FM 105.8 de notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, Voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanches, à partir de 9h heure locale dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabres pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par les jeunes journalistes sénégalais. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Sadio Mané, désigné joueur africain de l'année. L'attaquant sénégalais a été sacré lors de la cérémonie des CAF Awards tenue hier à Rabat au Maroc. Chez les dames, la Nigériane Aziza Oshoala a encore été couronnée. Le Sénégal a raflé une bonne partie des prix en jeu lors de ces CAF Awards. Yacouba Ouedraogo. Et de 2 pour Sadio Mané. Comme en 2019, l'attaquant sénégalais a été élu joueur africain de l'année 2022. Mané succède ainsi à lui-même, le prix n'ayant pas été attribué en 2020 et 2021 à cause de la pandémie de Covid-19. Pour la star du ballon rond, c'est la récompense d'une année de travail acharné. Ça a été une année vraiment exceptionnelle. Moi et mes coéquipiers, tout en d'abord gagné la CAN, qui n'était pas du tout facile. Mais bon, je pense qu'on l'a réussi ensemble. Et après, comme je l'ai dit, j'ai changé de club. Et c'est au bon moment, et au club idéal. Donc, je suis très content et je suis excité de débuter la saison. Sacre mérité pour la nouvelle recrue du Bayern Munich qui a bien réussi son année
en club comme en sélection. Il a gagné la CAN avec le Sénégal en étant le principal instigateur du premier sacre-tirant de la Teranga. Il a permis au Sénégal de se qualifier pour une deuxième Coupe du Monde consécutive. Et puis en club, il a réussi à atteindre la finale de la Champions League et à remporter la FA Cup et la Carling Cup. C'est un palmarès complet. Il a manqué peut-être un petit quelque chose avec son club pour remporter la Coupe aux grandes oreilles. Mais sur le plan du rendement, de la régularité, des buts, des assists, de l'influence dans le jeu, de la personnalité, il n'y a pas photo. Avec désormais 2 trophées de joueur africain de l'année, Sadio Mané égale son idole d'enfance et devancier en sélection, Eladji Diouf. Je me souviens encore quand j'étais jeune, je ne regardais que l'équipe nationale parce que j'avais un de mes héros qui y jouait. Pour moi, c'était le meilleur joueur du monde, c'était Eladji Diouf. Donc, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu footballeur. Le Sénégal a été désigné comme la meilleure équipe de l'année et son sélectionneur Aliou Cissé a remporté le prix d'entraîneur de l'année. C'est une récompense, j'ai envie de dire, que pour tous les entraîneurs. Une récompense en réalité individuelle, mais qui n'a rien à voir avec une récompense individuelle, c'est plutôt une récompense collective, parce qu'un entraîneur n'est jamais seul, il est entouré aussi par un grand staff. Le trophée du meilleur jeune joueur de l'année est aussi revenu à un Sénégalais, Pape Matar Sarr de Tottenham, tout comme celui du plus beau but attribué au Sénégalais Ousmane Sako de Simba SC. La Nigériane Aziza Oshwala, qui évolue en club à Barcelone, a de son côté enlevé pour la 5e fois le prix de joueuse africaine de l'année. Une cérémonie qui a également vu la participation de nombreux artistes. De ses locaux à Abidjan, le groupe Universal Music a lancé un service dont l'objectif est d'aider les labels et artistes africains indépendants. Il a également pour mission de numériser les catalogues de musique afin de les rendre accessibles et de pouvoir mettre à profit le marché africain de la musique en pleine croissance et fort de nombreux palmarès musicaux. Les détails avec Dili Diko. En Afrique, le groupe Universal Music regroupe sous sa bannière des artistes comme le maestro sénégalais de Mbalax, Youssou N'Dour, Lokwa Kanza du Congo, Magic System de la Côte d'Ivoire et Cabo Snoop d'Angola. De grands noms qui ont permis au géant musical de s'élargir davantage sur le continent. Frank Alcide Kakou, directeur général de Universal Music Africa et de Virgin Music Africa, a déclaré qu'en Afrique, le groupe compte plus de 15 000 titres musicaux, 50 labels partenaires et une centaine d'artistes dans 25 pays. Virgin a pour ambition de donner une vie digitale à ces œuvres qui sont sous format vinyle, cassette ou CD et qui n'adressent pas un public peut-être plus jeune aujourd'hui, qui a d'autres modes et types de consommation et qui attendent de pouvoir avoir accès à leur patrimoine sur ces nouvelles plateformes. En ce moment, toutes les grandes maisons musicales se précipitent sur le marché africain pour revendiquer une part du secteur. Avec des artistes et des genres variés tels que l'afrobeat, la rumba et l'amapiano, la musique africaine est en tête d'affiche aux concerts et festivals les plus célèbres au monde. Les plateformes de streaming comme Spotify, Apple Music et Boomplay sont également entrées sur ce marché en pleine croissance avec des offres et des services ciblés. Frank Kakou a déclaré que les nouveaux services de Universal et Virgin Music permettront de digitaliser et distribuer l'héritage musical africain. Au centre de ma réponse, ce sujet de conservation et de transmission du patrimoine sous un format qui est adapté au mode de consommation d'aujourd'hui. Donc c'est une véritable, je pense, opportunité pour les pays qui vivent aussi cette transformation numérique, d'intégrer tout ce patrimoine-là à l'offre culturelle qui est faite sur les plateformes. Le nouveau service vise également à soutenir les labels indépendants de distribution numérique qui recherchent un réseau plus large. Comment est-ce qu'on connecte et comment est-ce qu'on facilite l'accessibilité à la musique aux consommateurs et surtout comment le créateur peut avoir une juste rémunération directement liée à la consommation de son œuvre. Soutenue par la propagation d'Internet et des smartphones, la consommation des produits musicaux évolue rapidement sur le continent. Et le succès de la musique africaine aux 4 coins du globe est rendu possible par son accessibilité sur les nouvelles plateformes numériques.
La monnaie nationale du Venezuela, le bolivar, a perdu presque toute sa valeur au cours des 10 dernières années. Cela a incité des artistes de la Colombie voisine à utiliser les billets presque sans valeur comme toile. Le point avec Jair Diaz de la VOA de Bogota, un récit de Ginny Niwa. Ernesto Rojas Tellez est un artiste vénézuélien vivant en Colombie. Il y a quelques années, il a commencé à collectionner la monnaie vénézuélienne ravagée par l'inflation, appelée le bolivar. À l'aide de couleurs, de pinceaux et de personnages emblématiques, il transforme cette monnaie presque inutile en art. Vers 2018 ou 2017, les gens jetaient littéralement les billets par terre. En me promenant et en voyant tout cet argent, j'ai réalisé que la seule valeur qu'il avait était émotionnelle. Alors je le ramasse et je le ramène à la maison. La perte de valeur du bolivar a inspiré Tellez à créer un collectif artistique avec ses collègues qui travaillent maintenant à Bogota en Colombie en utilisant cette monnaie comme toile. C'est né comme l'idée de faire une initiative où nous pouvons partager les connaissances, comment préparer la toile, les matériaux, comment gérer les proportions. Ernesto ne travaille pas seul, il est rejoint par Juan Carlos, un Colombien qui croit fermement que le destin les a réunis pour travailler ensemble sur quelque chose qu'ils aiment. Dans chaque billet, dans chaque œuvre, dans chaque représentation que je fais, j'essaie d'y mettre de l'amour. Celui qui le prend, non seulement prend un morceau de carton ou un morceau de toile, mais prend aussi l'amour que l'artiste y met. Des personnages comme l'ancien président américain Barack Obama font partie de cette œuvre d'art rédigée sur des billets d'une valeur d'environ 22 à 25 $. Nous sommes des personnages des États-Unis, des icônes de la lutte, Martin Luther King, Obama, Nelson Mandela en Afrique, des chanteuses comme Edith Piaf. Les touristes et les résidents peuvent observer les artistes pendant qu'ils travaillent. Très expressive. Je pense que c'est formidable de voir comment ils peuvent l'utiliser pour exprimer leur art. Utilisant quelque chose sans valeur comme une matière première, ces artistes ont donné une seconde vie au bolivar et transformé cet argent en une nouvelle façon de gagner sa vie. On reste dans la région. Si vous êtes amoureux des sensations fortes, à vélo s'il vous plaît. Terminons ce journal par un petit détour au Chili pour parler des BMX. Des centaines de cyclistes de BMX se sont retrouvés à Santiago, la capitale du Chili, pour célébrer la journée mondiale du BMX. L'événement a été suivi par plusieurs cyclistes d'élite qui ont représenté le Chili dans des événements internationaux tels que les Jeux panaméricains et des tournois aux États-Unis et en Europe. Pour un des cyclistes du nom de Diego, être cycliste, c'est être libre. Vous montez, dit-il, sur votre vélo et c'est comme si vous entrez dans un monde à part. Vous commencez à en profiter et toutes les personnes qui pratiquent ce sport commencent alors à faire partie de votre famille, plus que des gens que vous connaissez. Mais ce sport a néanmoins encore du chemin à faire pour se hisser au plus haut niveau au Chili. Voilà, ainsi va le monde aujourd'hui. Fin de cette édition au nom de toute l'équipe. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez un excellent week-end. Amène en Tunisie au Festival international de Carthage avec la participation attendue de plusieurs grands artistes tels que Alpha Blondy. Nous verrons également comment une start-up entièrement composée de femmes a pour mission de briser le silence autour de la violence sexiste en Somalie. Nous parlons également de sport avec Yacouba Ouedraogo dans Sportissimo, notre leçon d'anglais dans Anglais Express avec Michel et en exclusivité, ne ratez surtout pas l'interview de Roger avec le chanteur Awilo Longoba. Et comme d'habitude, nous chez vous, c'est vous et nous.